Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode, une discussion placée sous le signe de la douceur. Il y a quelques mois, j'ai écouté Ludovic Dujardin, le cofondateur de l'application de méditation Petit Bambou, parler à Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself de sa vision de l'équilibre de vie. Ces mots ont tellement résonné avec mes convictions que je lui ai écrit tout de suite, je me rappelle très bien, pour lui proposer de venir parler aux auditrices et auditeurs des équilibristes. Ludovic a eu la générosité de venir témoigner à mon micro en enfilant tour à tour toutes les casquettes qui font de sa vie une vie riche pour lui. Nous avons parlé de l'arrivée de ses enfants dans sa vie d'homme et de couple, de son début de vie professionnelle où un très bon manager a eu la bonne idée de le licencier, et il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis, vous verrez, l'histoire est vraiment passionnante, de son cheminement personnel et de la compassion qu'il a pour l'homme qu'il était il y a 15 ans, dont les valeurs ne lui correspondent plus. On a aussi beaucoup parlé d'alignement entre ses valeurs à lui, celles qu'on ressent en tant qu'utilisateur de Petit Bambou et la manière dont Petit Bambou est géré. On a parlé de douceur, de grace ou clémence. C'est vraiment un épisode sur la découverte de soi, sur l'identité en évolution permanente. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour Sandra. Enchantée. Merci beaucoup d'être là, en particulier cette semaine qui doit être bien dense pour toi. Je suis ravie de t'accueillir parce que je suis une fervente, je sais pas comment on dit, cliente, pratiquante de Petit Bambou. Pratiquante, c'est mieux? Ouais, on dit, enfin, on aime bien dire utilisateur. Utilisatrice. Ok. Ouais, exactement. Ça enlève le côté client qui est tout de suite un aspect de relation monétaire en fait. Et même si ça existe, c'est vrai au sein de Petit Bambou, c'est pas vraiment ce qui nous anime dans la création de cet outil, quoi. Ouais. Écoute, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors je suis Ludovic, je suis le cofondateur d'une application de méditation qui s'appelle Petit Bambou. J'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et que dire de plus de moi? En fait, je peux dire plein de trucs de moi, mais c'est tout de suite, c'est tout de suite. Ça peut devenir soit un peu trop personnel pour ceux qui nous écoutent, soit un petit peu trop distant. Ce que j'aime bien dire de moi, c'est que je suis un entrepreneur. J'ai créé plusieurs entreprises. Ce Petit Bambou étant la 7e. J'essaye de maintenir une vie à peu près équilibrée entre ce qui m'anime du point de vue de mon développement personnel et de ce qui m'anime du point de vue professionnel. J'ai plusieurs passions. J'adore le jardinage. Je suis guitariste. Et voilà. Et puis je crois qu'une des choses que je préfère dans ma vie, c'est passer du temps avec mes enfants et ma femme. Ah oui, super. Je voulais commencer par une question toute simple, mais savoir comment ça va. On est à la fin de la première semaine du 3e confinement où les écoles sont fermées. Comment ça se passe pour toi, pour vous, pour l'écosystème qui est ta famille, en cette fin de première semaine avec école, travail, tout le reste? Ça va, ça va. Je ne veux pas dire que ça a été, je pense comme pour beaucoup de monde en fait, ça n'a pas été très très simple. Donc c'était une période un petit peu agitée début de semaine, et puis là on arrive à la fin de semaine où les choses se sont mises en place, et donc je me sens un peu plus calme en fait. L'idée n'est pas du tout de faire apparaître Ludovic comme quelqu'un qui est calme, parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais là, c'est vrai que cette fin de semaine, tout est calé, les loisirs des enfants sont calés, le travail à la maison est à peu près organisé. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir mis en place ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir justement pouvoir m'autoriser à me dire, là, ce matin, que je suis calme.
D'accord. Et ouais, parce que toi, tes enfants, tu me disais tout à l'heure en off, ils ont 11 et 14, c'est ça? Exactement. Des jeunes ados? Des jeunes ados, donc j'ai une fille qui est en quatrième, qui a 14 ans, et un fils qui est en sixième, qui a 11 ans. Mm. Et donc jeune ado, ou déjà pas mal ado pour ma fille, déjà Ouais, 14 ans. ouais. Et encore enfant, en fait, à 11 ans, hein, pour mon fils. Je sens Mm. que c'est un peu la dernière période où je peux Mm. profiter de lui comme un enfant. C'est pas vrai, parce que je profite de lui quoi qu'il arrive, que Mm. quand il était bébé, j'adorais aussi. Mais ouais, j'aime bien. Il est encore content de montrer ses chaussons en forme de patte d'ours, quoi. Je pense que quand il aura 14 ans, ça sera la honte. Et donc, du coup, ça passera. Et là, je suis encore dans cette phase avec lui. D'accord. Et alors, ce qui m'a donné envie de parler avec toi aujourd'hui, c'était que je t'ai entendu dans Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie. Et tu as Ouais. dit des choses qui m'ont tellement, qui ont tellement résonné et qui font tellement écho à des choses auxquelles je crois beaucoup, notamment sur ce que tu pensais. Tu en as un peu parlé de cette notion d'équilibre, l'équilibre vie pro, vie perso. Et ce que tu pensais de cette expression et de ce que ça voulait dire pour toi. Est-ce qu'on peut un peu parler de ça? Ouais, avec plaisir. Ce que je disais à Mathieu, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est, en fait, j'ai horreur de cette séparation entre vie pro et vie perso. Mm. Enfin, cette construction mentale qui tendrait à diviser nos vies en deux phases. Mm. Et je trouve qu'en fait, c'est presque un choix qui est étonnant pour moi, parce qu'on aurait pu choisir d'autres divisions. On pourrait dire notre vie endormie ou notre vie Oui, c'est éveillée, on vrai. pourrait dire notre vie sociale ou notre vie quand on est seul. Et on a choisi de faire une séparation, enfin, sociétalement, on a choisi de faire une séparation entre vie pro et vie perso. Et, moi, en fait, je pense que la constante là-dedans, c'est de dire qu'on n'a qu'une seule vie, en fait, et que cette vie, on la nourrit par du perso, on la nourrit par du pro, on la nourrit par du sommeil, on la nourrit par de la vie sociale, on la nourrit par la vie sportive, par la vie associative, par de la vie artistique. Et donc, j'aime pas trop cette tendance qu'on peut avoir à séparer vie pro et vie perso. Parce que, par exemple, dans la vie pro, il y a beaucoup de social, Ouais. de relations sociales. Et Mhm. s'il n'y avait pas ça, ma vie au travail, je ne vais pas dire vie pro, parce que Ouais. ma vie au travail serait bien triste. Et donc, en fait, cette partie professionnelle de ma vie nourrit ma vie. Mhm. Voilà. Et comme la partie familiale de ma vie nourrit ma vie, comme ma partie amicale, comme ma partie, encore une fois, artistique, j'ai presque envie de dire aussi ma partie non éveillée, Mm. qui me ressource pour ma vie. Mm. Et donc, en fait, je pense que en fait, ce que j'aime pas dans cette expression, c'est probablement une conséquence de discussion que j'ai eue avec des gens qui vivent très mal leur vie pro, qui Ouais. se disent, je veux cloisonner cette vie pro pour qu'elle ne déborde pas sur tous les autres aspects de ma vie que je qualifie comme perso. Mhm. Euh, mais moi, j'aime bien remettre de l'importance dans cette partie professionnelle de notre vie, enfin l'importance pour nourrir notre propre vie de cette partie professionnelle. Mm. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai une chance folle, moi, parce que j'ai créé ma vie pro en étant Mm. entrepreneur. Donc, j'ai mis les ingrédients dans cette vie pro qui me vont bien. Mhm. Et j'espère qu'ils vont bien à tous les gens avec qui je travaille. Je crois, hein, en fait, en vrai. Ouais. Mais c'est la chance, parce que des fois, on choisit un travail dans lequel on n'a pas beaucoup de latitude pour pouvoir organiser justement l'aspect social de sa vie pro dans son travail. Mm. Mais moi qui ai cette chance, j'ai surtout pas envie de séparer tout ça. Et Mhm. puis j'aime bien qu'il y ait des frontières un peu perméables, en fait, entre ces aspects professionnels et ces aspects personnels. J'aime bien qu'on puisse célébrer quelque chose en famille, un succès professionnel, qu'on puisse le célébrer en famille, ou quelque chose qui soit super bien passé dans la vie dite personnelle, qu'on puisse aussi apporter ça dans notre contexte professionnel pour Ouais. arriver avec cette énergie, ce sourire, et ces choses qui font qu'en fait la vie ensemble est aussi vachement sympa dans le monde professionnel. Ouais. En t'écoutant, je me dis, la constante, c'est soi, en fait. C'est pouvoir être soi, un peu de la même manière partout. Qui est une sorte de fluidité, finalement, entre toutes nos identités ou toutes nos... Je sais pas comment on Oui, peut appeler exactement. ça. Et, Mm. enfin, on n'a qu'une identité. On est Bah nous, en ouais. fait. Ouais, On mais est nous. oui, là, idéalement, mais il y a tellement de gens, tu vois, j'ai plein d'auditeurs et d'auditrices qui m'écrivent à quel point elles peuvent pas être elles au travail, tu vois, l'impression de porter un masque, de devoir jouer un rôle, c'est vachement dur ça, cette Ouais, séparation aussi.
Oui, excuse-moi, j'ai coupé la fin Non, de la non, non, je phrase. t'en prie. Absolument, absolument. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas du tout envie d'apparaître comme un donneur de leçons. C'est-à-dire que Mhm. il y a des contextes où c'est hyper compliqué Mm, d'être soit dans un contexte professionnel mm, euh, et d'être soit dans un contexte personnel, dans un mm, contexte familial aussi. Des fois, c'est mm, pas si simple que ça, hein. Je veux dire, on est quand même pas mal influencé mm, parce qu'il a été introjecté dans nous par notre programmation quand on était jeune, mm, et encore, ou par les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, sur ce qu'on aimerait être dans la vie. Voilà. Donc c'est pas super simple d'être soi en fait. mm, C'est dit, je pense que c'est une quête, c'est une quête qui vaut le coup, parce que à force de porter des masques dans un contexte professionnel ou dans un contexte familial, on se conduit vers quelque chose qui est non aligné et qui, à mon sens, ne peut pas vibrer mm. d'une manière juste. Ouais. Donc en fait, ça vaut le coup de peut-être passer au-dessus du mon contexte pro ne m'autorise pas à être moi et de se dire je suis moi quoi qu'il arrive Mm, dans ce contexte pro. Et le quoi qu'il arrive, évidemment, peut avoir des conséquences qui sont des conséquences de devoir changer de travail parce que si on peut vraiment pas être soi dans son travail, mm, je pense que c'est compliqué. mm, Ou peut avoir des conséquences hyper positives de projeter auprès de gens qu'on côtoie au travail une sorte d'alignement et d'authenticité mm. qui fait qu'il ne peut nous arriver que presque que des bonnes choses, en fait. Ouais. Ouais, ouais, je suis assez Bon, d'accord. Ouais, ouais, quand on embarque les autres là-dedans, finalement, ça autorise aussi les autres, finalement, de se dire, ah bah tiens, je peux mais faire absolument. pareil. Ouais. Ben oui, absolument. Mm, Absolument. Et en fait, tout ça, c'est un travail, c'est un travail qui est compliqué, en fait, hein. Je trouve que c'est un travail qui se fait presque en psychothérapie, en fait. mm, Pas de la psychothérapie curative, mais de la mm. psychothérapie de recherche de qui on est soi. Oui. Et de s'enlever tous ces poids qui nous incitent à porter des masques, Mm, enfin de s'enlever, de comprendre ces poids qui nous incitent à porter des masques, mm, pour pouvoir mettre ces masques un tout petit peu, enfin de moins en moins en fait, et puis mm, essayer à la fin de plus en mettre du tout. mm. Ouais. Ça m'intéresse de savoir si t'as toujours été, enfin, t'as été salarié à un moment dans ta vie professionnelle, il me semble, ou pas du Ouais, tout? mais très Très peu, peu, d'accord. mais j'ai dû être 2 ans salarié dans une entreprise qui s'appelle Business Objects et Mm, 1 an dans une start-up que je n'avais pas fondée. d'accord. Et à quel moment de ta vie, de votre vie, sont arrivés vos enfants? Et qu'est-ce que ça a changé? Dans quel Ah, contexte alors ils sont arrivés? Mm, ouais, mes enfants, ils sont arrivés dans ma vie au moment où je créais ma deuxième entreprise. mhm, Donc, c'était après ma période salariée. Ma période salariée c'est pour ça que je surtout pas qu'on dise ouais, du David Dujardin, cofondateur, donneur de leçons, gna, 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 non. il a compris plein de trucs. Ma vie salariée, c'est très mal passé. J'ai été viré 2 fois. Ça s'est très mal passé. Justement pour ces questions de masque, en fait, hein. Mm, J'avais une espèce je pense, de projection de ce que je voulais réussir ou ce que je voulais incarner dans mon professionnel, qui n'était pas du tout, en fait, lié à ma personne, mais qui était lié à ce que je voulais présenter de ma personne, compte tenu de ma programmation. mhm, Et, le, et donc, évidemment, ça marche pas. Évidemment, ça marche pas, c'est pas ouais. aligné. Mm, Et donc du coup, je me suis énervé, et comme enfin, énervé. Je me suis énervé moi-même, en fait, là-dedans. Et donc, du coup, enfin bref, et donc comme ce que je cherchais, c'était pas quelque chose que je cherchais en apparence, c'était pas du tout quelque chose que je cherchais à l'intérieur. En fait, je me suis perdu, et donc ça s'est senti, être en totale frustration dans ce monde ouais. professionnel tout le temps parce que j'étais perdu, fait que les gens qui m'ont licencié ont bien raison de me licencier. Et d'ailleurs, c'est rigolo ce que tu dis. Je réponds pas du tout à ta question des Si, mais enfants, c'est mais pas j'y grave. reviens. J'aime bien. Ouais, ouais, non, mais vas-y. Je me souviens d'un monsieur qui s'appelle David Brunel, qui semble français, mais en fait qui est américain. Donc je pense pas qu'il écoute les podcasts français. Donc si tu nous écoutes, David, qui doit pas se souvenir de moi d'ailleurs, parce que c'était mon boss, mais c'était il y a 18 ans maintenant. Et quand il m'a viré, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien prendre un petit déjeuner le lendemain matin avec toi. Quand j'y suis allé, j'étais un petit peu énervé quand même parce que je venais de me faire virer. Et il m'a dit ces phrases qui m'ont vraiment marqué. Ils m'ont dit, Ludo, t'es pas fait pour ça. Mm, T'es juste pas fait pour ça. T'es bourré de choses qui sont super, mais t'es pas fait pour ça. Donc en fait, le fait de te licencier, c'est te libérer de ça. C'est te libérer de cette quête qui n'est pas ta quête. Et grave. ouais, et en fait,
difficile à accepter sur le coup parce que Mm. j'étais licencié, donc pas franchement content. Mais il avait vachement raison. Et je pense que à l'époque, quand j'avais entendu ça, j'avais dit oui, voilà, il est en train de m'endormir pour éviter qu'il y ait des conflits après. Et en fait, après coup, je me rends compte que je pense qu'il était profondément gentil. Ouais. Il était profondément gentil. Il a profondément voulu me rendre service en me licenciant. J'étais pas un mauvais élément, mais c'est juste que, enfin voilà, je pense que j'étais pas un très bon élément dans l'énergie. Mm. J'étais de l'entreprise globale, et je pense qu'il était profondément gentil. Et en fait, bref, ça m'a dirigé vers une autre partie de ma carrière professionnelle qui me Mhm. convient beaucoup mieux. Bref, c'est une grosse digression Non, pour mais parler de c'est mes super enfants. intéressant. C'est super intéressant parce que, ouais, peut-être sur le coup, c'est un peu dur à entendre ou à avaler et tout, mais c'est sacrée libération qui t'a offerte aussi. Enfin, c'est rare d'avoir des gens qui Exactement. puissent te dire des choses comme ça. Ouais, exactement. Je pense que Ouais. c'était ultra. On utilise un peu ce mot bienveillance dans toutes les Ouais, sauces en ce moment, et donc ça finit par agresser. Mais c'est un très joli mot en fait. Et je c'est un pense très beau que, mot. ouais, je pense que là, il était en pleine bienveillance pour moi. Il Mm. s'est dit, bah voilà, il faut que je retire Ludo de là parce que ça va pas aller pour notre équipe, ça va pas aller pour lui. Il faut que je lui explique en quoi je pense qu'il avait en quoi ma perception de Ludovic fait que je prends cette décision aussi pour lui. Ouais. Et voilà. Et il a fait le lendemain du licenciement et je me suis toujours dit, c'était un peu tôt quand même, et c'est un peu vache. Et, Ouais. euh, et en même temps, il l'aurait fait un mois après, j'y serais pas allé probablement, parce que je serais déjà probablement en train de reporter le même masque que celui que j'étais en train de porter dans une autre entreprise. Mm. Donc finalement, merci beaucoup à ce monsieur. Mm. Euh, et donc, oui, mes enfants, ils sont arrivés, donc que j'ai créé ma deuxième société. Voilà, c'était un immense bonheur. C'est évidemment beaucoup de temps. Surtout que moi, je fais partie des papas qui. Oh, je vais encore faire une digression. J'adore les digressions. Vas-y. Tout début de ma carrière, j'ai travaillé aux États-Unis et je travaillais encore avec une autre personne qui était inspirante pour moi, qui étudiait les différences culturelles franco-américaines, notamment dans l'éducation des enfants. Mm. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que le gars, il a un PhD de psychanalyse, donc je pense que je suis Waouh. pas, Ah, tu me ouais, donneras le nom après, ça m'intéresse, moi. ouais, je peux pas vraiment me mettre à son niveau de réflexion. Mhm. Mais j'ai vu un piège. J'ai vu un piège avant d'avoir mes enfants. Ce piège qui est euh, coporté par les hommes et les femmes, et qui est que les femmes peuvent avoir une tendance à cocooner l'enfant qu'elles ont cocooné en elles, même après, Mm. et avec une conséquence inconsciente évidemment, hein, mais d'éjection du mari en dehors de ce cocoon. Mm. Et les hommes, euh, encore une fois, c'est des généralités, hein, attention, hein, Oui, oui, mais oui, mais peuvent avoir une tendance à trouver ça super cool, parce que du coup, ils n'ont pas à se lever la nuit, pas à donner on des biberons, peinard. voilà. Ouais. Et qui se crée une espèce de séparation dans lequel c'est très difficile pour l'homme ensuite de revenir dans la bulle créée par la maman avec l'enfant. Mhm. Et si tant est que ça soit possible, parce que peut-être que cette bulle, elle a été créée de manière très solide, et que la femme a dit, bah, t'es gentil, mais j'ai une Mhm. relation très spéciale avec mon enfant parce que c'est créé ça, et toi, tu comprendras jamais ce qui se passe entre une maman et un bébé. Mhm. Et moi, je me suis dit, je veux vraiment pas qu'il se passe ça dans ma vie. Mais alors, vraiment pas. Donc, du coup, j'ai fait très attention presque consciemment, hein, à pénétrer cette bulle pour que ce ne soit pas une bulle entre ma femme et ma fille, Mhm. mais une bulle entre ma femme, ma fille et moi. Et donc, j'ai fait ça par des trucs très, très concrets, hein. C'est-à-dire que ma femme n'allaitait pas, donc il y avait des biberons toutes les nuits. Bah, je prenais, même s'il était en congé maternité et que j'étais sur mon projet entrepreneurial, bah, je me levais pour donner un biberon sur deux. Il y a pas Ouais. et il n'y avait pas de débat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, c'était marqué comme quelque chose d'ultra important, Mhm. d'ultra important. Et puis, ne pas laisser se consolider, voilà, cette paroi de cette intimité qui est entre une maman et son bébé, auquel l'homme, quand même, n'a pas tout à fait accès parce qu'il n'a pas porté le bébé, mais ne pas laisser cette paroi de cette bulle se construire de manière trop solide. C'est-à-dire de Mhm. pouvoir m'inviter par des discussions sur comment tu sens, qu'est-ce qui se passe, et voilà, et pouvoir, moi, me mettre en connexion avec ces vibrations-là. Mhm. Et, euh, et donc, du coup, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé de manière, en fait, ça s'est passé de manière très, très harmonieuse. Parce que ma femme m'a laissé la place aussi. Ouais, 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 c'est ça. Mais et par rapport à, enfin, tu vois, au reste de votre vie et tout ça, est-ce que vous avez aménagé des choses? Est-ce que, ça a été quoi l'impact le plus fort, tu vois, de l'arrivée de votre fille?
Oh là là, l'impact le plus fort. Ça va être difficile de C'est prendre dur. de prendre un point vraiment saillant parce qu'en fait, l'impact, c'est une révolution, quoi. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. L'impact, c'était un impact psychologique sur moi. Mhm. C'est, euh, alors, je vais parler du Ludovic d'il y a 15 ans, du coup. Je vais essayer de le faire en amitié parce que je vais parler de moi. Mais en fait, quand je me revois à cette époque-là, je me fais un peu rire, quoi, parce que j'étais dans une quête de reconnaissance, une quête de reconnaissance par mes parents, une quête de reconnaissance par mon monde amical, par mon petit réseau professionnel, dans une espèce de quête qui passe par une sorte de statut professionnel. C'est-à-dire Mhm. que il fallait que j'existe professionnellement. C'est le fameux Ouais. masque dont on parlait, hein, dont Ouais, m'a ouais, ouais. libéré lui, hein. Et donc j'étais dans cette quête-là. Cette quête-là, elle est très liée à une position socialement reconnue comme étant une réussite professionnelle, Mhm. et elle passe aussi par l'aspect monétaire. Et c'est pour ça que je dis avec beaucoup d'amitié pour Ludovic d'il y a 15 ans, parce que Ouais. j'ai quand même un peu switché sur ces énergies-là. Et quand ma fille est arrivée, ça m'a fait un choc immense. C'était de me dire que on pouvait, Steve Jobs était encore vivant, je crois, à l'époque. Bon. Bref, Steve Jobs pouvait dire, je te laisse ma place, je te laisse mon aura, je te laisse mes sous, tu me donnes ta fille en échange. Et s'il m'avait dit ça, j'aurais dit, mais il n'y a rien du tout. Mm. Absolument hors de question. Et donc, je me suis rendu compte que je venais de créer avec ma femme quelque chose qui était rentré dans ma vie, qui était bien, qui avait bien plus de valeur, et sans commune mesure et sans comparaison, que tout ce à quoi, après, je courais. Oh là, ma phrase n'est pas Oui, je française. vois ce que tu veux dire. Ouais, Tout ce ce, que quand je, tu valorisais voilà. avant, quoi. Mm. Ouais, exactement. Et donc ça, c'était un choc, c'était un choc positif génial, parce que je me Mm. suis dit, en fait, ce qui m'importe, ce qui m'importe dans cette vie et dans cette quête professionnelle est moins importante que ce que je viens de faire. Créer un enfant, accueillir un enfant, pas créer, Mm. accueillir un enfant dans ma vie. Et du coup, bah les masques, du coup, le masque tombe en fait, parce que cette quête était, non pas qu'elle soit inutile, parce que j'avais besoin de cette reconnaissance, j'avais besoin de tous ces trucs pour apaiser des choses qui sont des blessures profondes en moi, mais le, mais elle devient moins importante que ma vie avec ma femme et ma fille, Mm. tout d'un coup. Et j'avais pas du tout anticipé ça. Mm. Vraiment, enfin, et en même temps, je me suis posé cette question, donc ça devait être latent en moi. Mais Ouais. donc ça, c'est ça le choc. Et c'est ça qui est vraiment la naissance de mon enfant, de mon premier enfant, et du deuxième aussi, hein, mais l'accueil du premier, il y a un petit côté nouveau, a été très stabilisante dans ma quête, enfin dans ma quête, quand je peux résumer, devenir moi-même dans ma vie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça s'est traduit par parce que tu étais en train de monter ta boîte en même temps. Ça s'est Ouais. traduit concrètement par des choses. Est-ce que tu t'es dit, tiens, finalement, l'objectif de ma boîte, c'est plus ça, c'est ça. Enfin, est-ce que tu vois, ça s'est manifesté après autrement dans tes ambitions professionnelles ou Non, non, non? je crois pas. Mm. Enfin, alors je vais faire une double réponse. Non, je crois pas sur le moment, parce Mm. qu'en fait, cette prise de conscience de tout ce que je viens de te raconter là, c'est pas quelque chose qui se fait, enfin, Oui. c'est quelque chose qui se fait, ouais, en fait, ça se fait assez vite, mais ça s'intègre très doucement. Oui. C'est-à-dire que la question de ce que Steve Jobs et Bill Gates me passaient toute leur fortune et leur position sociale et contre ma fille, je dis non, toujours. Donc ça, c'est très facile à faire. Et après ça, ce que ça implique en moi pour ma vie, pour que ça infuse vraiment dans Ludovic, tête, cœur, corps, et ben ça prend du temps. Donc, du coup, la société que j'avais créée, ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé l'objet. Ma quête de reconnaissance était toujours là. Elle commençait, je pense qu'elle était en train de vaciller, Mhm. et elle a mis 10 ans à vaciller, quoi, grosso modo. Mais très bien. Mais C'était un non, mais c'est ça. déclencheur. Ben oui, c'est ça, c'est le chemin après. Ouais, c'est le chemin. Tout prend C'est le du temps, chemin. quoi. C'est pour ça que j'aime bien dire parler en amitié avec moi-même quand j'étais plus Ouais. jeune, parce qu'en fait, j'aime pas tellement le personnage que je jouais à l'époque. Donc, mais en même temps, j'aime bien voir ça comme avec plein de compassion, en fait, et Mm. comme quand on éduque un enfant, on voit qu'il fait des trucs qui vont pas et tout ça, mais en fait, on adore cet enfant et on essaie de changer, même si je sais pas, la crise qu'il fait à ce moment-là n'est pas complètement ce qu'on aime le plus. Et, donc voilà, donc ça, ouais, ça a changé,
alors, très concrètement, quand ça a changé un petit peu mon rythme de travail, parce que se lever à 3 heures du matin pour donner des biberons, ça a une conséquence sur le sommeil. Ça a changé l'organisation de ma vie en termes justement de rythme pour où est-ce que je vais chercher la ressource Ouais. pour pas être trop fatigué, pour pouvoir être encore l'esprit à peu près alerte. Mhm. Mais j'étais tellement content de créer cet écosystème avec ma femme et ma fille à l'époque, auquel mon fils était super bienvenu juste 2 ans et demi après, que en fait ça allait en fait parce que voilà, ça génère de l'énergie quand même, ce bonheur-là. Oui, En absolument. tout cas. On va parler de Petit Bambou, mais avant ça, je voulais revenir sur quelque chose que tu avais partagé dans le podcast avec Mathieu Stéphanie. Tu racontais une anecdote. Tu étais en voiture avec ton fils, je crois, tu amenais ton fils à l'école. Et en arrivant à l'école, tu t'es rendu compte que tu avais passé tout le trajet à penser au boulot ou à je ne sais quoi, et que du coup, tu n'étais pas vraiment avec lui. Et que ça avait été un déclic pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que je pense que ça fait écho pour plein de gens. Ouais, donc c'est des j'ai des petites scénettes comme ça dans ma vie qui ont bougé depuis que je pratique la méditation. Donc j'ai presque envie de dire, c'est évidemment pas décorrélé de Petit Bambou parce que Petit Bambou supporte ma pratique de la méditation, mais j'aurais pu vivre ça sans être moi impliqué dans Petit Bambou. Alors, je conduis pas mon enfant à l'école en voiture parce que je roule en vélo et alors j'ai inventé le truc. je suis un peu écolo. Mais l'histoire est la même en fait. Ouais. Mais l'histoire est la même. Ouais. Donc c'est arrivé 1000 fois dans ma vie et évidemment et depuis que j'ai identifié ce qui se passait et que, supporté par la pratique de la méditation, j'ai compris ce à côté de quoi je passais, ça se passe plus. Donc l'histoire, c'est une histoire tout à fait banale en fait. C'est le matin, mon fils doit avoir 5 ans, je vais le conduire à l'école maternelle, il me tient encore la main. C'était un matin d'automne. Ouais, il me tient la main. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ça c'est éphémère. Hein. Après, ça ne tient plus la main. Oui. Et je suis pas nostalgique de ça en fait. C'était très beau et puis ce qui se passe aussi est très beau maintenant. C'est cette construction qui fait qu'il a moins besoin de ma main pour avancer dans la vie. Je regarde ça avec beaucoup d'admiration, de fierté, de bonheur, de plaisir. Bref, donc tout ça pour dire que donc je tenais par la main. C'était un joli matin d'automne, donc il se trouve que l'école est en face d'un parc, donc il y avait des beaux arbres avec de la lumière qui passait à travers les feuilles. Les feuilles étaient étaient jaunes, orange, rouge. Et donc, je pense que le moment il faisait beau, en fait, et le moment était assez merveilleux. Sauf que moi, j'étais pas là. Moi, j'étais dans mes pensées, en train de me dire, il faut que j'arrive pas trop tard au boulot. Qu'est-ce qui se passe si il y a trop de monde qui médite en même temps et que j'ai oublié de faire telle chose et que, en fait, je suis en train de créer de la frustration pour pas mal d'utilisateurs ou que, je sais pas, il s'est passé je ne sais quoi au boulot. Donc, j'étais dans ces pensées-là. Et j'aurais pu être aussi, ça c'est des pensées d'anticipation, c'est des pensées de ce qui se passera au boulot dans une demi-heure. Et on peut aussi faire le même schéma avec des pensées de rumination, qui sont des pensées pourquoi ma femme m'a parlé comme ça ce matin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il n'y a plus de café, il faut que j'aille. Non, il n'y a plus de café, il faut que j'aille en acheter, ça c'est encore de l'anticipation, mais on peut avoir des ruminations sur ce qui s'est passé le matin. Ou sur, je sais pas, la prise de bec qu'on a eue la veille avec un collègue ou sa femme. Et en fait, donc, je me suis rendu compte que tout d'un coup, j'étais pas avec mon fils. J'étais dans mes pensées. Mes pensées avaient pris complètement le contrôle de mon présent. Et quand j'ai lâché la main de mon fils, ça m'a fait presque quand il est parti, là, je me suis dit, j'ai raté quelque chose, en fait. Et ça arrive vraiment à beaucoup de monde. Hein, oui. Et j'ai raté quelque chose, et ce quelque chose, il est éphémère. Il se retrouve pas. Et c'est ce que je décris comme éphémère, c'est le moment présent. C'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Un peu comme maintenant, quand je suis en train de te parler à toi, si je suis en train de penser à 10 000 autres choses, en fait, je rate ce moment où je te parle à toi. Ouais. Et c'est un peu dommage. Donc voilà. Et donc la méditation, c'est quelque chose qui m'a appris à observer ce fonctionnement. Et donc c'est vraiment une partie conscientisation, c'est-à-dire que c'est de dire tiens, ça m'a appris à observer ce qui se passe dans mon mental quand je suis dans le présent. Et voilà, et en fait c'est tellement beau de pouvoir dire à ces pensées de serveur, de je sais pas, ou de rumination, vous savez quoi, vous avez le droit d'exister parce que vous existez, as a matter of fact, comme diraient les Anglais, ils sont là. Par contre, je vous laisse pas prendre la place tout de suite.
C'est-à-dire que c'est comme si je prenais, schématiquement, c'est comme si je les enfermais dans des petites bulles et puis je les mettais dans un coin de mon mental Mmh. et que je laisse la place, mon mental, pour être avec mon fils, sentir ce qui se passe dans cette petite main, peut-être m'émerveiller avec lui de ce à quoi un enfant est sensible pour s'émerveiller. Je sais pas, un oiseau, des feuilles, un bruissement, ou constater la joie qu'il a de voir un ami qui arrive plus loin sur la route et être avec lui et puis communier avec lui sur cette joie que ça lui procure, plutôt que d'être déjà dans une vie qui aura toute sa place, mais dans une demi-heure quand j'arriverai au boulot. Ouais, c'est ça. Mais je te pose la question parce que je trouve que la grosse difficulté du confinement de l'année dernière et puis là aussi, en fait, de ce qui se représente à nous, c'est ça, c'est d'être vraiment présent là parce qu'on a plus de sas, enfin, on a très peu de sas, sauf si on se les recrée un peu artificiellement entre nos différents, moments de vie ou moments de journée Ouais, et je trouve que c'est vraiment ça, enfin, en tout cas pour moi et pour les gens autour de moi, cette difficulté de se dire: OK, là, j'ai terminé ma journée de boulot, je suis avec mes enfants ou ben, là, je m'interromps pour aller faire un truc pour les enfants et je pense pas au boulot. Je trouve que c'est vraiment le défi du moment, je trouve, cette présence. tu as absolument raison. Tu as absolument raison et alors moi, je deviens un petit peu moins que toi parce que en tant que dirigeant, j'ai le droit de retourner au boulot, je crois, donc Ouais. je crois, j'espère que j'espère que j'ai le droit parce que Mmh. sinon je vais me Mmh. faire engueuler, donc du coup, je me déplace quand même géographiquement Mmh mh. mais je vois pour mon épouse, c'est exactement ça. C'est une espèce de journée, continue, longue, sans marqueur géographique qui Ouais. marque la partie qui correspond à différentes parties de sa vie, quoi. Bon, je vais Mmh. pas rentrer dans les détails. Mais ouais, c'est un vrai challenge, c'est un vrai challenge. J'ai envie de vous dire que la méditation est un outil qui Ouais. marche bien pour ça. Ouais. Mais si je vous dis ça en tant que créateur de petits bambous, vous allez forcément dire: «Bah ouais, mais il a un intérêt business à ça». Mais autre que cet intérêt-là, qui est réel, en fait, en vrai, je peux pas me cacher, Mmh. c'est réel. Ça marche vraiment bien. Oui. Ça marche vraiment bien. Parce que c'est pourquoi pas, à partir du moment où on a réussi à sacraliser une partie qui est dédiée à l'activité professionnelle et avant de commencer une activité qui est avec les enfants, Mmh. accueillir un sas où on est seul. Ouais. C'est-à-dire que donc c'est pas un sas géographique évidemment, mais Mmh. c'est un sas mental où on est seul et quand on est seul sans rien faire, c'est compliqué parce qu'on va tout de suite être attiré par l'activité suivante. Mmh. Et la méditation peut venir peut venir, remplacer cette envie de faire quelque chose. Parce que Oui. en fait, la méditation, c'est génial parce qu'on fait rien quand on médite, mais on médite. Donc on fait pas tout à fait rien. Mmh. On médite quand même. Donc en fait, on n'est pas quand on est en méditation, quand on écoute un enregistrement de méditation, on n'est pas en train de se dire: «Qu'est-ce que je vais faire après?» Oui. Normalement. Ou on observe cette pensée-là, mais on n'est pas en train de le faire. On n'est pas en train de procéder à l'action. Et donc, ces 10 petites minutes qui nous permettent de ne pas être dans le faire, la prochaine chose, mais dans le être, dans ce moment présent, quelles que soient les pensées qui y passent, eh ben, c'est un bon sas. En fait, en vrai, je préférais vous dire, allez voir des amis et buvez une Ouais, bière, c'est c'est ça. vachement bien. Ouais, C'est ouais, vachement bien. ouais. Enfin, les 2 sont pas forcément antinomiques, mais pour Non, l'instant, les 2 sont enfin, il y a une il y en partie a des qu'un 2 qu'on peut pas possible. faire. Mmh mh. Bah, ouais. Donc du coup, la méditation, c'est quand même une pratique qui est très adaptée à ça. Ouais, Voilà. mais moi je peux te dire, je peux témoigner et Ludovic m'a pas payé pour dire ça du tout, mais moi le premier confinement, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment aidée, quoi. Moi, j'étais seule avec mes petits parce que mon mari bossait en dehors de la maison et quand je partais pendant la sieste de ma fille et que je venais d'avoir une matinée à fond les ballons, machin, je faisais 10 minutes de méditation pour faire le switch et ça m'aidait, mais tellement à être concentrée et à être dispo, quoi. Ça m'a vraiment, Ouais, vraiment ouais. aidée. Donc Ouais, la méditation, c'est vraiment une pratique qui est formidable ouais, pour ces passages-là et ouais. tu vois, quand je t'entends parler, il y a un autre passage qu'on fait tous les jours, qui est le passage de la vie éveillée à la vie endormie Ouais, ouais. et qui a tendance dans la société dans laquelle on vit à se réduire, en fait, ce passage. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent des écrans dans les lits, Ouais. qui continuent une activité cérébrale très, très, très intense Mmh. avant d'aller se coucher Mmh. et qui étonnamment ont des problèmes de sommeil du coup. Enfin, je veux dire, Mmh. l'OMS dit que c'est un des sujets du siècle. La Mmh. méditation, c'est très bien, c'est un tout petit sas, on peut même faire 3 minutes. C'est pas énorme, mais juste le petit sas qui marque le passage de la vie active, trépidante, hyper intense, à une vie qui sera la vie endormie, qui est une vie qui est physiquement beaucoup moins intense, cérébralement apparemment. Enfin, Mmh. j'y connais trop rien, mais je crois que les neuro, Oui.
ceux qui étudient nos neurones trouvent qu'il y a quand même pas mal d'activités. Mm. Mais, mais juste, c'est marquer ces passages par des micro-méditations ou des méditations longues, si on a le temps. C'est très intéressant, en fait. Ouais. C'est très intéressant. Enfin, bref. Ouais, on pourrait. Ouais. Non, mais Je pourrais en oui, on parler pourrait des en heures. parler longtemps, hyper longtemps. Mais je voudrais justement qu'on parle de Petit Bambou et de la culture d'entreprise, parce que tu es donc le cofondateur et le dirigeant. Et ce que j'ai remarqué en tant qu'utilisatrice, et puis aussi en cherchant un peu, en écoutant des interviews de toi et tout, c'est le côté très incarné et très aligné entre ce qu'on ressent quand on utilise Petit Bambou, ce que tu dis, ce qu'on a l'impression que les gens vivent dans la boîte. Il y a une espèce enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement qui est vraiment flagrant. Et je me demandais comment on crée une culture d'entreprise comme ça et comment on la fait vivre aussi en ce moment à distance avec les équipes. Alors d'abord, un immense merci parce que tu me dis un alignement flagrant qui se sent, ça me fait des frissons. Tu vois, merci. Non, mais Toi, tu vois la caméra, je te jure, je frissonne. mais je te dis, tu sais, vous envoyez des petits mails de relance, là. Je vous avais répondu d'ailleurs une fois, des tout petits mails, tout gentils, tout doux pour dire ah, coucou, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Et c'est des espèces de petits nudges tout doux, tout gentils, qui font pas culpabiliser, mais qui disent bah oui, tiens, ça serait bien. Et enfin, voilà, je te donne ça en exemple parce que c'est vraiment des trucs qui, moi, m'ont touchée. Bon, voilà, parenthèse. Ouais, alors oui, ça c'est donc je suis co-dirigeant hein, parce que Ouais, le ouais. cofondateur est encore là, donc Mhm, on dirige nos parties. mhm, Le c'est quelque chose qui m'a enfin que j'ai porté avec force tout ça. mhm, Si je me suis dit moi à un moment j'en ai eu marre du marketing. De J'en ai eu marre de qu'on m'explique que je disais ça aussi chez Mathieu Stéphanie, mais j'essaie de trouver un autre exemple, mais si j'en trouve pas, je dis le même. J'en ai marre qu'on me dise si j'achète une belle voiture, il va y avoir une super jolie fille qui va complètement me regarder avec des yeux lubriques, quoi. mhm, Déjà, un, c'est vain, deux, mhm, c'est faux. Donc, mhm. c'est, et que si je prends un rasoir de telle marque, en fait, quand j'ai passé mon rasoir, ce sera extraordinaire et qu'une femme va se Mhm, pencher derrière moi pour embrasser la zone que j'ai rasée, quoi. mhm, J'en ai marre qu'on raconte n'importe quoi dans l'objectif de faire vendre. mhm, Et l'idée, c'est que je ne suis pas complètement idiot là-dessus, ça marche en fait. C'est pour ça qu'ils le font les gens. Et moi, je me suis dit, bah, comme moi j'en ai marre et que je suis plus du tout sensible à ça et que j'ai jamais pensé qu'un yaourt me rendrait beau, je veux pas le faire dans la société que je crée. Parce que moi, mhm, j'ai le choix de définir comment je veux qu'on parle. mhm. Et s'il y a un mot qui m'anime tout le temps, enfin, il y a deux mots qui m'animent tout le temps dans nos communications, c'est intention, Ouais. c'est pourquoi on parle. Est-ce qu'on parle dans notre intérêt ou est-ce qu'on parle dans l'intérêt de l'utilisateur ou est-ce qu'on parle dans nos intérêts communs? Mhm, Évidemment, quand c'est que dans notre intérêt, je dis non, on ne fait pas. Quand c'est dans l'intérêt de l'utilisateur et que ce n'est pas notre intérêt, on fait, parce que c'est l'intérêt de l'utilisateur. C'est-à-dire que, je prends un exemple, c'est si l'utilisateur de Petit Bambou se sent suffisamment euh, indépendant pour méditer sans Petit Bambou, on peut lui envoyer un mail pour lui dire merci, pour lui dire c'est super que tu nous quittes. Parce qu'on est ravi de t'avoir accompagné dans ton indépendance. Donc, ce n'est pas notre intérêt économique, mais c'est l'intérêt de l'utilisateur. Un mhm. peu comme David a fait avec moi, finalement. Quand je parlais, qui m'a dit. Oui. En fait, on dit bah, on est content de t'avoir accompagné sur le moment où tu avais envie d'être accompagné par nous. Et Mhm, maintenant, on est content que tu fasses ta route tout seul. Et quand il y a un intérêt commun, quand notre intention elle est pour nous servir nous et en même temps servir l'utilisateur, on fait aussi. Voilà. Mais donc on enlève la partie qui est simplement l'intérêt économique de la société. Si c'est au détriment de l'utilisateur. C'est un peu compliqué, hein, C'est mais le filtre. Non, 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 mais c'est ça. En fait, et donc à chaque fois que vous prenez une décision ou vous brainstormez quelque chose, ou voilà, c'est ça le ouais, filtre, en fait, c'est ça? c'est ça le filtre. Quelle est notre intention? Ouais, Quelle est notre d'accord. intention? Et moi, là-dedans, je suis vraiment le gardien de Mhm, attention, là, notre intention, c'est uniquement nous servir nous et pas servir les gens qui nous utilisent et qui nous font la confiance de nous utiliser. Donc, c'est hors de question. Et en fait, ça coupe très vite dans ces cas-là. Ça d'accord. coupe très vite. Et, alors, comment on crée une culture ouais, donc, le premier mot, c'est intention et le deuxième mot, c'est authenticité. C'est-à-dire que c'est pas question de raconter des cracks. Mhm, C'est pas possible. C'est-à-dire que ce qu'on dit, ça doit être authentique par rapport à ce que nous, on vit.
Mhm. Alors c'est compliqué de s'auto-déclarer authentique, mais quand je parle Ouais. de la méditation est un outil adapté sur les moments de vie qu'on vit là, enfin, pour moi, ça sort de mon authenticité. Ouais. Ça sort de ça. Ouais. Après ça, voilà, pour ça, peut-être les gens, il y a Non, mais toujours des gens qui peuvent croire enfin, qui croient que oui, je dis ça, mais en fait, c'est un autre artifice marketing pour patati patata, patati patata. Ça, je peux pas éviter. Et puis, donc, tant pis, je laisse exister ça. Puis voilà. Mhm. Et alors, la culture d'entreprise, ouais, la culture d'entreprise, je pense que dans notre taille d'entreprise, c'est tout petit, un petit bambou. Mon équipe, on est 12. Ouais. L'équipe de Benjamin, ils sont 7. Parce que je m'occupe de la partie technique, c'est pour ça que mon équipe est un peu plus grosse, parce qu'il y a besoin de D'accord. pas mal de Et ressources ouais, d'accord. techniques pour Ouais. Petit Bambou. En fait, la culture est très liée à l'énergie de la personne qui incarne l'entreprise dans une petite boîte comme ça. C'est-à-dire Mhm. je pense si on pourrait faire une modélisation dans les plus grosses sociétés, où la culture d'une équipe est très liée par la personne qui a monté cette équipe, Ouais. en fait. Et donc, du coup, donc c'est très insufflé par moi. Mhm. Et donc, j'ai recruté des gens qui vibraient à peu près sur la même fréquence, voilà, que cette fréquence que je voulais mettre, et qui, du coup, sont devenus j'ai presque plus envie de dire les relais, parce que maintenant, ils sont devenus les dépositaires. C'est eux qui veulent que la société fonctionne comme ça. Mhm. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on a alors, ce qui est génial, c'est que, un, on est petit. Deux, on a beaucoup de croissance, Mhm. donc on a de l'argent. Et on travaille sur un sujet qui appelle une certaine forme de connexion avec qui on est. Ouais. Donc, ce cocktail fait qu'en fait, c'est plus facile de créer une culture d'entreprise comme celle que je voulais créer que si je fabriquais des hélicoptères militaires. Mhm. Rien contre les hélicoptères. Enfin, si, j'ai des trucs contre les hélicoptères militaires, mais voilà. Donc c'est comme ça que c'est créé, effectivement. Donc, c'est une entreprise où en fait, j'ai même du mal à les appeler, les gens qui travaillent. Je ne sais pas comment les appeler. Est-ce que c'est des Mhm. collègues, des Mhm. collaborateurs, des employés Ouais. En fait, c'est devenu le premier mot qui me vient, c'est des amis. Ouais. Ensuite, ce sont des gens où je contribue, moi, à leur réalisation professionnelle dans l'écosystème de Petit Bambou, comme eux contribuent à ma réalisation de mon chemin professionnel. Ouais. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas mon personnel. Ouais, ouais, oui, 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 ça c'est certain. Et à distance, parce que c'est c'est aussi le gros défi de la période pour pas mal de chefs d'entreprise, Très de compliqué. leaders, ouais. Ouais, très compliqué. Mm. C'est très compliqué parce que tout ça, ça se passe à un niveau qui est, alors pas très compliqué sur toute la partie marketing, sur ce qu'on Ouais. envoie. Voilà, ça, on gère ça comme un process en fait. Au Mm. final, maintenant, quelle est notre intention? On valide l'intention. Ludo donne son aval, oui, non, ou il relie et puis bon, et puis les choses partent. Donc ça, c'est facile. Mm. Ce qui est plus difficile, c'est de faire résonner tout le monde sur la même énergie, quoi. Et, y compris moi. Et donc ouais, c'est marrant, c'est peut-être une des clés, en fait. Pas, en tant que dirigeant, c'est de ne pas se sortir de pas se sortir des réflexions. C'est-à-dire que c'est pas moi qui dois faire vibrer les autres, c'est les autres qui doivent me faire vibrer aussi. Et en fait, c'est très bijectif, quoi, tout ça. Et ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, on essaye de maintenir, tant que faire se peut, des petits moments où on se voit quand même. C'est-à-dire qu'il y a je profite des urgences du boulot où il y a quelques personnes, notamment d'une domaine technique, doivent venir. Ouais. Ils sont ravis. C'est une libération. Quand je dis, donc, il faut que vous veniez. Il fait waouh, wouh. Parce que c'est juste quand c'est important, c'est important. Euh, et de profiter de ça pour justement faire très vite, très bien ce qu'on doit faire et qui les fait venir, et puis profiter peut-être d'un moment qui est moins productif, mais qui est plus discussionnel juste pour vivre ensemble, quoi. Enfin, voilà. Ouais, oui, parce que c'est Mais ça c'est le très compliqué. moteur, c'est ça qui nourrit le reste en fait. Là où tu dis que c'est compliqué pour dans la créativité, parce que tu parles Oui, beaucoup de vibrations et d'énergie, et c'est clair que ça passe moins bien par Zoom, quoi. pardon, Voire ça passe pas. moins bien. Ouais. Mm. Alors ça passe un peu quand même. Oui, Ça passe un peu. Tu vois, nous on se voit là oui, sur l'écran et il se passe oui, quand même quelque chose, bien quoi. sûr. Plus que si nos écrans étaient noirs, Ouais. mais vraiment moins si on était dans la même pièce, évidemment. Mm. Donc, en fait, j'ai envie de dire, faut prendre son mal en patience parce qu'on n'a pas le choix. On Donc, n'a pas le choix, prendre son mal exactement. en patience.
pas laisser gangréner les pensées négatives sur ce sujet parce qu'elles ne nous servent pas. Mm. Trouver les petites zones dans lesquelles on a un espace de liberté quand même pour faire vibrer cette énergie entre nous. Mm. Et surtout pas s'en priver, parce que ce jour-là, il faut sacraliser ce moment, parce que si ce moment il est, Ouais. il est possible, comme il est rare, il faut le prendre. Et voilà. Et voilà, puis prendre son mal en patience, en Prendre fait. son mal. Il y a, Ouais, je crois malheureusement. je crois qu'il y a que ça à faire, ouais. Mais Ouais. en ayant moi, il y a un mot qui me vient tout le temps en ce moment, c'est le mot grace. Tu sais, moi, j'ai grandi aux États-Unis aussi, donc j'ai beaucoup de mots je fais un peu ma Jean-Claude Van Damme souvent. Il y a des mots qui me viennent en anglais avant de me venir en français. Et c'est le mot grace, tu sais, c'est un peu de douceur, un peu de répit, quoi. Soyons un peu cool avec nous-mêmes et aussi avec les autres, parce que je trouve que la période pousse aussi beaucoup. On a tous des réactions. Les réactions, elles sont tellement viscérales qu'on se retrouve confronté à des choses que peut-être la vie quotidienne avec nos amis et tout ne nous pousse pas dans ces retranchements-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça crée des clivages qu'il n'y aurait jamais eu par ailleurs. Et juste se dire, OK, les circonstances sont exceptionnelles, donc ayons encore plus de grace. Soyons cool, quoi. Soyons indulgents. Un peu d'indulgence. Ouais, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Moi, c'est des mots que j'aime beaucoup. Hein. Mm. Douceur, c'est un mot. Ça m'énerve presque qu'il soit si peu assimilé au monde masculin. Mais Ouais. je trouve que la douceur, c'est vraiment chouette, quoi. C'est Mm. vraiment chouette. Et il y a des mots comme ça qui me plaisent aussi, comme la beauté. Je trouve Mm. qu'il y a de la beauté un peu partout. Il y a de la beauté dans les relations, il y a de la beauté dans la nature, il y a de la beauté dans des sourires, dans des regards, Mm. dans des objets, donc c'est des mots, et je trouve que ouais, je pense que tu as raison, il faut vraiment accueillir ça. Et quand tu parles d'indulgence, tu vois, avec soi-même, Mm. c'est un peu ce que je disais aussi quand je pense à moi au passé, tu vois, j'essaie de regarder ça avec beaucoup d'amitié, en fait. Mm. Et on pourrait dire le mot indulgence, Mm. parce que enfin, le chemin que je suivais à l'époque n'était pas celui que j'aurais dû suivre, mais en même temps, c'était le seul que j'étais capable de suivre, donc on peut regarder ça Ouais. avec beaucoup d'amitié, en fait. Et Ouais. on peut se regarder nous-mêmes avec beaucoup d'amitié. Et Mm. c'est pas, ça paraît un peu mièvre quand on le dit, regardons-nous. Enfin, voilà. Mais en fait, si on comprend le sens profond de ce que c'est que l'amitié pour soi-même Mm. et qu'on y met toutes ces questions justement de douceur, d'indulgence, de compassion et de joie, de félicitations dans Mm. l'amitié, on peut se donner ça à nous-mêmes aussi. Et peut-être que c'est une des invitations à laquelle on est exposé par ce Covid. Oui. C'est que, comme on est moins socialement vivant, Mm. on est toujours un peu socialement vivant quand même, hein, mais un peu moins que dans la période normale, et ben, l'invitation est peut-être de profiter de ce moment pour reconstruire tout ce qu'on doit reconstruire avec l'amitié qu'on a avec nous-mêmes. Ouais. Ouais, exactement. Exactement. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Dans pas mal d'interviews, tu parles du fait de faire beaucoup de choix à l'intuition. Et je trouve ça Ouais. toujours intéressant. Et je me demande aussi concrètement, concrètement, ça veut dire quoi? Comment tu fais pour faire un choix à l'intuition, très concrètement? Oula, ça s'explique pas. Non, Ça mais ça ressemble s'explique. à quoi en fait? Tu vois, est-ce que tu te dis, je sais pas, est-ce que c'est une idée qui vient? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est, enfin, comment ça se passe? Ouais, alors, en fait, j'ai cette grande liberté intuitive parce que mes intuitions passent au filtre de mon associé après. Donc, 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 ça peut me permettre d'avoir plein d'idées, et puis après ça passe dans son filtre analytique. Mm. Et donc, du coup, ce qui passe par mon intuition et qui est validé par son filtre analytique, souvent, ce sont des très bonnes décisions. Mm. Et il y a quand même pas mal de déchets par le filtre analytique sur mes intuitions. Et qui ne sont pas forcément des mauvaises idées, mais qui ne sont pas passées par le filtre, quoi, c'est Mm. tout. Ou qui sont franchement des mauvaises idées. L'intuition, alors ça, je relis ça encore à, en fait, à cette notion d'énergie. C'est-à-dire que Petit Bambou, c'est une entreprise qui est pas tout à fait là par hasard, en fait. C'est-à-dire que on a une sorte de mission. Bon, Mm. alors c'est une mission qu'on s'est auto-confiée. Donc ça peut être, enfin bref, mais nous, notre idée, c'est pas forcément de faire méditer les gens. Notre idée globale, c'est d'apporter des outils pour aider à l'équilibre des gens. Mhm. Voilà. C'est donc, et la méditation est un très bon outil pour ça. Donc en fait, on a commencé par la méditation, ça a très bien marché, et donc du coup, on s'est, voilà, on fait de la méditation, quoi. Mais si le yoga était, enfin, et d'ailleurs,
Et quelque chose qui peut servir aussi, cette idée d'apporter des outils pour que les gens qui se sentent invités à s'équilibrer trouvent les bons outils. C'est la phrase un peu compliquée, mais on ne va pas s'en priver. Donc, du coup, et ça, c'est très incarné. C'est-à-dire que c'est notre entreprise vit ça. Enfin, vit cette mission. Et quand il y a ça, quand c'est une entreprise à mission, quand il y a quelque chose, en fait, les idées viennent. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie voilà, donc c'est comment on peut faire pour aider ça. Donc, aider les gens à connaître notre outil parce qu'ils en ont besoin pour s'équilibrer peut générer plein d'idées. On peut se dire, voilà, soit on fait de la pub comme d'habitude, ou on peut avoir d'autres idées créatives qui peuvent être jusqu'à, pourquoi pas faire un long métrage un jour sur un film d'animation qui explique ce que c'est que le fonctionnement mental. Mais bon, Pixar l'a déjà très très bien fait, je suis très jaloux. Et puis de toute façon, j'ai pas les épaules pour faire aussi bien qu'eux, donc c'est pas possible. Et tant mieux d'ailleurs. Je suis jaloux, mais tant mieux parce que c'est vice versa. Ces Soul, ces films d'animation de Pixar servent la même intention que la nôtre. Ouais. Donc en fait, on se perd pas dans de la concurrence là-dedans. Surtout, le jour où je serai concurrent de Pixar, je pense que il y aura de l'eau qui sera passée sous les ponts. Et puis c'est pas l'intention. Donc, bref, et donc là-dessus, moi, je fourmille d'idées en fait. Je fourmille d'idées. J'ai plein de choses qui me viennent en disant tiens, ça serait génial si on pouvait faire ça, ça serait génial si on avait ça. Je laisse ces idées. Avant de les partager pour le filtre de mon associé, je laisse les idées grossir. J'essaie de pas trop en tomber amoureux, parce que comme il y en a quelques-unes qui vont tomber amoureux de ces idées, il y en a quelques-unes qui vont pas passer le filtre. Voilà. Ça, je risque de vivre un deuil amoureux de mon idée, donc c'est pas très marrant. Mais donc j'essaie de les laisser grandir, et puis ensuite je les expose. Et en fait, il y a un truc qui est étonnant en fait, dans des structures professionnelles comme ça, c'est qu'il y a des moments où je constate, c'est pas une construction mentale, c'est je constate a posteriori qu'on sait que c'est juste. On sait que cette idée, elle est juste. Et du coup, là, le filtre analytique, il est très fin, il faut que les idées passent. Et c'est étonnant, en fait. C'est étonnant. Et puis, il y a des idées où on ne sait pas trop. Mais il y a quelques idées où on dit, bah, évidemment, c'est évidemment qu'on doit faire ça. Et voilà, donc en fait, l'intuition, donc je ne réponds pas vraiment à ta question, comment je fais, j'en sais rien en fait. Ouais, non, je pense que j'ai une partie de moi qui, on m'a beaucoup dit que j'étais un intuitif, donc je finis par le croire, quoi, voilà. Et voilà. Et voilà. Ouais. Non, mais c'est peut-être ma question qui est un peu bête, hein. Mais c'était très intéressant de t'écouter. Mais alors, et justement, par rapport à ce côté intuitif et tout, je me dis, vous avez un observatoire incroyable pour comprendre les gens et ce dont ils ont besoin. Et je crois que les abonnements ont explosé pendant le premier confinement. Enfin, vous devez avoir une idée assez fine de ce dont les gens ont besoin. Et ça m'intéresse de comprendre comment vous viennent les idées de programme. Alors, on pourrait avoir une idée assez fine de comment est utilisée l'application, mais on ne regarde pas. D'accord. Pareil, on ne regarde pas. Je veux dire, vraiment, on ne fait pas de stats. On a des stats hyper globales. Combien de méditations ont été jouées, voilà, mais est-ce que c'est le programme sur le deuil qui a été joué, ou sur le programme de la réduction du stress, ou sur le sommeil, ou sur je ne sais quoi? On ne regarde pas. Parce que en fait, si on vient encore à notre intention, si on regardait, c'est quoi? C'est essayer de comprendre pour essayer de mieux cibler. En fait, nous, notre but, c'est que les gens aient médité. C'est pas de les faire plus méditer. Voilà. Donc en fait, on les laisse vraiment tranquilles là-dessus. Enfin, ça m'intéresse pas en fait. D'accord. Ça m'intéresse pas. Alors, et les idées de nouveaux programmes, en fait, donc nous, on n'écrit pas de programme de méditation. En fait, on est des diffuseurs de programmes de méditation. C'est-à-dire qu'on travaille avec des instructeurs de méditation qu'on paye comme des freelances, en fait, ou je trouve pas le nom, comme des consultants. Voilà. Et on produit c'est nous qui faisons la production, donc on les emmène dans les studios, on a des ingé sons qui font tout le retraitement et tout ça, pouf. Ça se termine par un fichier informatique audio qu'on diffuse sur notre plateforme. Et évidemment, on paye les instructeurs comme des auteurs, en fait. C'est des auteurs, c'est des auteurs-instructeurs. C'est ça le mot que je cherchais, plutôt que consultant ou freelance. Ça, c'est plutôt le monde de l'informatique. Et alors,
Au début, on avait besoin de programmes, hein. On s'était dit, parce qu'au début, on n'avait pas de programme dans Petit Bambou. Ouais. Il n'y avait pas de Petit Bambou du tout. Donc, on avait besoin de programmes de méditation génériques. Donc, on leur demandait d'écrire des programmes de méditation les mieux possibles, selon évidemment leur vécu, leur façon de faire de la méditation, etc., etc. Avec une guideline quand même qu'il fallait que ce soit de la méditation de pleine conscience, parce que nous, c'est vraiment de la méditation laïque. Donc, on ne voulait pas tomber c'est pas tomber forcément, parce que tomber, c'est une notion d'aller vers le bas, mais on voulait pas aller sur le chemin du spirituel / religieux. On voulait rester vraiment dans la méditation laïque. Et ce qui est un parti pris d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de jugement aucun là-dessus, c'est notre parti pris. Et maintenant qu'on a quand même un catalogue de méditation qui est conséquent, on passe dans une phase déjà il y a plus de 2 ans, dans une phase que j'aime beaucoup plus, c'est qu'en fait, ce sont les auteurs qui nous disent sur quoi ils ont envie d'écrire. Et donc, c'est pas nous qui passons commande de méditation, c'est eux qui, un peu comme ils font avec des éditeurs pour leurs livres, en fait. Ils écrivent un livre, ils le proposent à leur éditeur, et l'éditeur, il l'édite. Et donc là, ils écrivent des programmes de méditation, ils les proposent à Petit Bambou. Le cut est assez rapide, hein, parce que c'est des amis, en fait, maintenant, ces auteurs. Ouais. On les connaît bien. Donc, évidemment, on publie ce qu'ils ont. Si c'est encore une fois dans le cadre de la pleine conscience. Et ça, j'aime bien, parce que ça permet de. J'aime beaucoup, parce que ça permet de traiter des sujets en méditation ou des thèmes de méditation qui ne sont pas forcément des thèmes qui sont liés à un désir marketing, mais plutôt à une intention intérieure de l'auteur. Ce qui me laisse penser que les textes sont beaucoup plus incarnés, beaucoup plus vibrants et beaucoup plus... je pourrais même mettre plein de mots derrière. J'ai presque envie de dire doux, centré, etc., parce qu'en fait, ils sont portés par l'auteur. L'auteur ne répond pas à une commande, l'auteur écrit ce qu'il a vraiment envie d'écrire. Donc, s'il se met sur le sujet du deuil et qu'il veut publier un livre sur le deuil et qu'il accompagne ça d'un programme de méditation qu'on met sur Petit Bambou, qui pour lui sert en plus, parce que du coup, ça lui permet de faire ses communications sur son bouquin quand il sort, etc., etc. Génial, là, il y a un espèce d'écosystème où je me dis, il écrit sur ce qu'il veut écrire, on l'aide à vendre son bouquin, nous, ça nous fait du contenu de super qualité, on le paye évidemment pour ça, tout le monde est content en fait. Ouais. Donc, on est sorti du mode où on te commande un programme, on accueille le programme que tu as écrit, notamment, pour nous, pour le coup. Donc ça, c'est génial, parce que c'est vraiment un renversement de polarité qui était très je pourrais presque dire la date à laquelle ça s'est passé, ce renversement. On s'est dit, voilà, ça, on ne commande plus de méditation. Ouais. En fait, je t'ai fait une fausse promesse, parce que je ne pourrais pas te le dire, mais ça ne s'est pas fait au fil de l'eau. En fait, il y a un moment, c'est bon, on a arrêté de commander des programmes de méditation. C'est les auteurs qui nous proposent leurs programmes. Et c'est super. Je ne sais plus si c'était toi ou ton associé qui disait que le brossage de dents il y a 100 ans, c'était pas une habitude hyper adoptée, mais aujourd'hui, personne ne se pose la question de se brosser les dents ou pas, et vous pensiez que la méditation allait suivre ce chemin-là? Alors, c'est plutôt mon associé qui dit ça. Je suis assez donc moi c'est pas le type de phrase que je dis, parce que j'aime pas trop me projeter dans le futur de savoir ce que sera la méditation, parce qu'en fait je trouve que c'est une façon, en fait lui il a repris la phrase d'autres aussi, hein, c'est Mathieu Ricard, ça aussi je crois. D'accord. Et c'est une façon d'essayer d'influer sur le futur. D'accord. C'est-à-dire que si on dit ça et qu'on martèle ça, c'est bien. Donc moi c'est pas trop mon truc en fait. Ce qui est certain pour moi, c'est que mon constat, c'est de se dire que nos fonctionnements mentaux sont beaucoup plus sollicités maintenant que ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Et ça, c'est un fait, c'était étudié quoi. Grosso modo, on reçoit un nombre de stimulus, de distraction, de choses qui est sans commune mesure par rapport, si on prend il y a 100 ans où les jobs étaient moins sédentaires, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Voilà. Et que ça a des conséquences sur nous en tant qu'humains, en fait. Et que du coup, c'est d'où toute la mission de Petit Bambou, hein, c'est de trouver des bons outils pour équilibrer ça. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire machine arrière sans un événement complètement dramatique, genre une guerre, un truc, une bombe nucléaire, ça, mais machine arrière sur ces questions d'hyperconnexion. Je ne crois pas qu'un jour on enlèvera les téléphones de la poche des gens, c'est pas vrai. J'y crois vraiment pas. Ce que je le souhaiterais, je sais même pas en fait, j'en sais rien en fait, mais je pense que c'est presque un non-sujet. C'est un fait maintenant, ouais, c'est un fait, c'est là. Donc du coup, et ça a une conséquence sur notre fonctionnement mental. Et donc du coup, on va forcément avoir besoin de trouver des outils pour nous équilibrer.
parce que sinon on va devenir fou en fait. Oui, On oui, va c'est un peu bien parti dysfonctionner. pour. Ouais, non, on va dysfonctionner. Ouais. Et donc, et la méditation est probablement, la méditation de pleine conscience, est probablement un très bon outil pour Ouais. apporter une partie de la réponse à ce besoin d'équilibre du fonctionnement mental. Je dis pas que c'est la solution, hein, c'est une partie de la solution probablement, et personne ne sait vraiment si c'est à quel pourcentage de la solution globale c'est. Ouais. Et donc, du coup, si on fait l'allégorie avec la brosse à dents, oui, il y avait moins besoin de dentifrice quand on mangeait pas de sucre. Bon, voilà, depuis qu'on a mis du sucre partout, oui, il y a plus besoin de se brosser les dents. Et donc, du coup, c'est devenu quelque chose sur lequel on réfléchit pas, parce qu'effectivement, il faut se brosser les dents, il y a pas à tortiller. Mais et la méditation, peut-être que ça fera ça. C'est-à-dire que notre fonctionnement mental sera tellement, tellement sollicité que, oui, on se dira peut-être qu'il faut absolument méditer, ou il faut absolument quelque chose d'autre qui n'a pas encore été inventé pour nous équilibrer dans notre fonctionnement mental. Donc c'est possible, c'est possible. Quand tu dis équilibrer le fonctionnement mental, c'est lui redonner des moments de non-sursollicitation, c'est ça? Oui, ou c'est le réapprivoiser. C'est-à-dire, en fait, je pense, moi, ma compréhension de ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de choses, on a tellement de pensées, qu'en fait, on est de moins en moins en contrôle, en fait, de ça. Et donc, ne serait-ce que par l'observation de ce qui se passe, on met en place des micro-moments. Je parlais de mon fils à l'école, là, mais je peux parler j'en ai des milliers dans ma vie, en fait, de ces micro-moments, où en fait, on observe son fonctionnement mental en disant, bah non, pas là. Bah non, pas là. Pas le fonctionnement mental, pas là. Toutes les pensées sont légitimes, tout est OK, mais pas maintenant. Dans une demi-heure, si vous voulez, mais pas là. Donc, réinviter des moments de pleine présence, de pleine conscience, de pleine présence à ce qu'on est en train de faire. D'accord. Et c'est ça que j'appelle rééquilibrer, en fait. C'est-à-dire que c'est pas chasser les pensées, c'est réaccueillir des moments de place dans notre fonctionnement pour vivre le moment présent et pas passer à côté de notre vie. Je me pose une question, parce que c'est toujours, c'est souvent la variable d'ajustement pour mes auditeurs et mes auditrices, c'est le temps pour soi. Le temps vraiment pour soi, individuellement, pour se ressourcer, pour tout ça. Tu as parlé tout à l'heure de nourrir, moi c'est un mot que j'adore, je trouve c'est un peu ça, choisir tout pour moi, c'est nourrir tout. Comment tu arrives à garder ce temps-là, toi, pour toi, pour te nourrir? Alors, comment j'y arrive? Ouais. En faisant des activités qui me plaisent et qui sont des activités. Alors, non, en fait, c'est la première fois qu'on me pose la question, donc je suis en train C'est d'essayer vrai? de réorganiser Ouais, mon ouais. cerveau pour te faire une réponse. Donc, il y a eu plusieurs mots qui me sont arrivés. Déjà, j'adore faire du vélo, donc je me déplace en vélo. C'est un petit temps pour moi, même si Ouais. c'est un temps de trajet. Voilà, donc je suis guitariste dans un groupe de musique. Ça, c'est aussi un vrai temps pour moi. Mmh. Et ça, c'est du temps qui est sacralisé. C'est-à-dire que le temps de création, de composition, de répétition. Et avant, on faisait quelques concerts, mais bon, non, il n'y en a plus. Mais ça, c'est du temps pour moi aussi. Et ça, c'est complètement sacralisé. C'est-à-dire qu'on peut pas. Enfin, voilà, quand il répète, il répète. C'est tout. C'est Ouais, c'est terminé. ça, même en plein confinement, même tout ça, c'est là, c'est toujours là, quoi. Ouais, c'est toujours là. Mmh. Alors, heureusement, tous les musiciens sont à moins de 10 bornes et on est moins de Ouais. 6. Donc, ça, C'est donc bon, ça passe. encore, Ouais. ça passe. Ouais. Et donc, ça c'est le temps, c'est presque du temps de loisir. J'ai presque envie de dire loisir ou expression artistique. Enfin, pour ça, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et ensuite, j'ai beaucoup de temps qui est très sacralisé aussi, que je prends sur mon temps qui devrait être alloué à mon temps de travail d'ailleurs, parce que c'est du temps que je passe avec ma psychothérapeute, Mmh. que je suis allé voir un jour parce que j'étais en détresse de couple et Mmh. crise de la quarantaine oblige. Mmh. Enfin, passage à la vie, d'après, enfin, passage à la Ouais, vie après les 40 ans ouais. oblige, et je lâche pas donc je suis allé pour du curatif et maintenant j'y suis vraiment pour du développement, pour aller Ouais. comprendre qui je suis, pouvoir enlever certaines couches de programmation, etc. Et ça, j'arrête pas parce que c'est un temps de rencontre avec moi-même, Mmh. canalisé par une professionnelle de la psychothérapie qui me nourrit, enfin, de manière, c'est intense pour le coup. Ouais. Et donc ça, c'est pareil, sacralisé. Si le rendez-vous est à 3 heures, parce qu'elle a pas, voilà, je pars du boulot à 3 heures, voilà, c'est comme ça. Même si il y a le feu à Petit Bambou, il y a 1 heure là où je suis pas là. Mmh. Ouais, je bougerai le rendez-vous, mais OK. j'aime bien me dire que je le ferai. Ouais, ouais. Et,
Et il y a une autre pratique que j'ai invitée en plus de la méditation, en plus de tout ça, hein, mais c'est l'ostéopathie. Prendre Ah soin de mon ouais. corps. Mm. Ouais, ouais, encore une fois, j'ai trouvé un thérapeute qui est super. Enfin, un thérapeute, je sais Ouais. pas si on appelle thérapeute, mais en fait, qui débouche les canaux énergétiques en moi, en fait. Je sais Mm. pas comment dire ça, ça paraît un peu perché, mais qui est pas là pour faire craquer les vertèbres, mais qui c'est entre le massage et la circulation de ce qui se passe, en moi dans l'ensemble de mon corps et pas seulement dans mon cerveau, ce qui était la tendance que je pouvais avoir avant de faire ça. Donc ça, c'est c'est des temps qui sont très sacralisés, en fait, hein. Ça, là, pour le coup, voilà. Et les temps où je suis tout seul, et je sacralise pour moi tout seul, bah, c'est des temps de méditation et c'est des temps de vélo, en fait. Ouais. Le Oui, reste, qui a c'est un quand peu même... une pratique méditative aussi, le vélo, potentiellement. Ouais, alors ouais, c'est aussi un très bon exercice parce que le vélo, on pense beaucoup quand on est en vélo, en fait. Mm. On est aussi beaucoup dans ses pensées et donc Mm. c'est un exercice, je trouve, de méditation, enfin, qu'on peut faire, qu'on peut adresser avec la méditation, de se dire, mais tiens, mais c'est bizarre, pourquoi je passe à ça? Mm. Et est-ce que je ne devrais pas être en train de sentir le vent sur mes joues ou sentir l'effort de mes muscles plutôt que de penser je sais pas, cette voiture qui passe trop vite ou je sais rien, ou Ouais. que sais-je, quoi. Et, donc être présent, enfin, encore que la voiture qui passe trop vite, c'est vraiment le présent. Mais donc, Oui. il faut quand même y penser quand on est en vélo, sinon. Ouais, c'est mieux. Mais, donc voilà. Donc oui, mais il y a quand même pas mal de temps ce qui est sacralisé, du temps Mm. perso sacralisé. Vraiment. Et puis il y a tout. Ah oui, puis j'oublie quand même un truc qui est hyper important. Il y a tout le temps d'intimité avec ma femme, Mm. qui est aussi du temps qui est hyper ressourçant. Mm. Presque à aller chercher à dire des choses qui étaient un peu différentes, mais en fait, il y Très a quand même ça qui est Ben très, très oui, central. ouais, qui est accessible, mais tu vois, je te pose cette question parce que je sais que dans ma communauté d'équilibristes, le temps pour soi, c'est un des sujets les plus importants parce que c'est vraiment le truc qui souvent saute, quoi. Et en particulier en ce moment où le temps est rare et le temps est superposé, il faut faire plein de choses en même temps, et que donc ce temps de respiration et de connexion à soi ben, saute, quoi. Et alors que enfin, tout mon propos dans les équilibristes, c'est aussi de dire ça doit être la priorité. Alors, doit, j'aime pas ce mot, il y a un côté injonction supplémentaire, on n'a pas besoin de ça, mais dans la façon dont on considère les choses, se dire que, j'aime bien dire le temps pour soi, c'est un carburant, c'est pas la récompense. On le traite souvent comme une récompense, mais c'est ce qui doit nourrir pour permettre d'avancer. Mais c'est pas le Ah, cas dans la vraie vie. j'abonde. Ouais, Tout à fait, tout à fait. En fait, le temps qu'on prend pour soi chez son ouais, ostéopathe où elle est mieux, fait ouais. qu'en fait, on est beaucoup plus efficace. C'est un mot que j'aime pas tellement, mais Mmh. en fait, c'est le carburant pour faire le reste. Pour faire le reste, Alors pour que être là. si on fait tout ce qu'on a à faire sans carburant et qu'on pense qu'on va être sauvé par une semaine de vacances ou on se trompe complètement, quoi. On se trompe, ouais. Les vacances, c'est pas la récompense de l'année. Les vacances, Non. c'est le carburant pour l'année d'après. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, tout c'est à fait. enfin, enfin, c'est un des carburants. Un Encore des une fois, il carburants. faut qu'on ait des carburants tout le temps, quoi. Et Oui, puis les c'est enfants, ça. carburant pour moi qui est ouf. C'est le carburant, mais c'est aussi ce qui vide le réservoir aussi parfois. Honnêtement, c'est les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 14 ans oui, c'est vrai, 14 ans. Oui, oui, enfin bref, oui, oui. Ouais, ouais, ils sont encore petits. Il y a plein de gens qui ont des petits, ça pompe aussi beaucoup, mais ouais, non, c'est ce mélange. C'est le et, c'est toujours le et, d'où mon logo. Je voulais te poser ma dernière question, qui est ma question rituelle pour clore le podcast, c'est de savoir de quoi tu es fier. Tu mets le sens que tu veux à cette question et à ce mot. De quoi je suis fier? Je suis hyper fier de... C'est dur comme question Elle parce est que dure, c'est hein. ouais, parce que les réponses passent par avant qu'elles sortent, la réponse elle était sur le bout de ma langue et puis elle passe par le fil de l'ego en disant bah attends en fait est-ce que j'ai le Ouais. droit de dire ça. Euh, le non alors je suis hyper fier de ma façon j'ai posé le mot de diriger Petit Bambou. Je suis Mm. hyper fier de ça. Je Mhm. suis hyper fier de ça. Allez, faut que j'ose le dire, en fait. Je suis fier de ça. Je pense que j'ai créé mon rôle de dirigeant à ma façon, comme je voulais. Et je suis hyper fier et je trouve qu'il est hyper aligné avec moi. Il est hyper aligné avec qui je suis. Donc, du coup, je suis hyper fier de ça parce que j'ai détruit tous les poncifs qu'on peut avoir
sur ce que c'est que le rôle d'un dirigeant d'une startup. Mhm. Pour moi. Enfin, Mhm. il y a des trucs où je suis probablement, comme beaucoup de gens, je ne suis pas complètement unique, évidemment, dans ma façon d'exercer. Je suis unique en tant que moi, mais je ne suis pas Ouais. complètement unique dans ma façon d'exercer mon rôle de dirigeant. Mais la relation que j'ai créée entre moi et les personnes qui contribuent à ce projet qu'on a en commun, et je suis hyper fier d'avoir réussi à faire ça. Presque militant en disant: «Mais arrêtez, tous ces patrons qui disent, la solitude de l'entrepreneur, gna gna». Je dis: «Mais c'est parce que vous l'avez choisi, c'est parce que vous avez mis ces masques-là, voilà. En fait, moi, je me sens pas Ouais. du tout seul, mais pas du tout seul. Je suis vraiment pas, quoi». Et donc j'ai réussi à construire ce rôle de dirigeant ou j'aime même pas ce rôle, en fait. Parce que rôle, ce serait, je suis en Mm. train de faire de l'acteur, mais cette fonction, voilà, Mm. de dirigeant à ma façon. J'ai pu le faire parce qu'il y avait de la croissance et qu'on était sur un bon marché, et cetera, et cetera. Parce que si on avait été dans des difficultés financières, ça aurait peut-être été ça aurait été moins libérant pour moi, peut-être, ou pas Mm. d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais voilà, donc ouais, ça, je suis très fier. Je suis très fier d'avoir écrit ma partition sur ma façon de diriger ma société. Mm. Super. Merci beaucoup. C'était un régal d'échanger avec toi. Et puis longue vie à Petit Bambou. Merci pour tout ce que vous faites, ton équipe et toi. Merci beaucoup, Sandra. À bientôt. Salut. Merci beaucoup Ludovic pour ton témoignage et pour tes digressions. C'est souvent à ce moment-là qu'on arrive aux anecdotes et aux idées qui marquent. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et merci à vous d'être là. Je sais que vous avez des tas d'options, plein de podcasts formidables à écouter. Alors je vous suis d'autant plus reconnaissante de faire une place aux équilibristes dans vos vies. J'ai souvent eu le retour que vous aimeriez être là avec nous pour poursuivre la discussion, réagir. Alors j'ai imaginé un format que je vais vous présenter très bientôt en complément au podcast. Pour être tenu au courant, inscrivez-vous à ma newsletter numéro d'équilibriste sur mon site www.leséquilibristes.com. Et si vous voulez m'aider à faire découvrir les équilibristes à un maximum de personnes, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de le faire de manière très très simple, en partageant un épisode par texto, par mail, par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi prendre quelques instants pour aller noter le podcast sur Apple Podcast. Quand vous êtes sur la plateforme, il suffit d'appuyer sur la 5e étoile et de mettre un petit mot pour parler d'un épisode qui vous a particulièrement plu ou de dire comment les équilibristes vous accompagnent. Ça m'aide énormément et je remercie chaleureusement celles et ceux qui prennent un peu de temps dans leur quotidien pour le faire. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous.